Mon frère a trompé ma fiancée, mes parents le savaient, et ont caché ça, puis ont dit que ce n'était qu'une petite erreur quand je l'ai découvert. L'air vicié et recyclé du couloir de l'hôtel ne fit rien pour calmer la terreur soudaine et glaciale qui s'était emparée de mon cœur. Ma main, moite d'une sueur froide que je n'avais pas réalisé qu'elle se formait, tremblait alors que je tenais mon téléphone. L'écran illuminait une photo granuleuse prise au téléobjectif pour laquelle j'avais payé une somme désespérée de dernière minute d'un homme et d'une femme sortant d'une chambre dans ce même couloir. L'homme, impeccablement habillé même sur la photo prise sur le vif, était incontestablement Ethan, mon frère adoptif, l'enfant chéri. La femme, la tête penchée vers lui, une cascade de cheveux auburn que je connaissais mieux que les miens, était Robin. Ma Robin. Ma fiancée. Un son étranglé s'échappa de mes lèvres, un mélange étouffé d'incrédulité et d'une douleur si vive qu'elle ressemblait à un coup physique. Ce n'était pas un voyage d'affaires, comme Ethan l'avait prétendu. Et Robin n'était pas à un week-end spa avec ses amis d'université, le mensonge qu'elle avait si facilement inventé, les yeux pleins d'une sincérité trompeuse qui me donnait maintenant la nausée. Ils étaient ici. Ensemble. Dans une chambre d'hôtel réservée sous un pseudonyme que j'avais réussi à arracher à un concierge mécontent avec une histoire larmoyante et un billet de $50. Mon monde, déjà précairement équilibré sur les lignes de faille d'une vie de déséquilibre familial, venait de se fracturer. En grandissant, notre maison était un diorama de comparaison. Ethan, adopté bébé juste avant ma naissance, était le soleil autour duquel mes parents, Richard et Eleanor, gravitaient. Il était le prodige, la star académique, celui dont les bulletins scolaires étaient encadrés et dont chaque réalisation mineure était annoncée par un dîner. Il avait obtenu une bourse complète à Stanford, puis cofondé Nexus AI, une entreprise technologique qui était maintenant la coqueluche de la Silicon Valley, sa valorisation grimpant en flèche. Il était, à leurs yeux, la perfection incarnée. Et puis il y avait moi, Jimmy. Je n'étais pas un échec, pas selon les critères conventionnels. J'étais ambulancier, un secouriste. Ma passion n'était pas le code ou les algorithmes, c'était la réalité frénétique, désordonnée et viscérale de sauver des vies. J'avais vu des choses qui feraient s'effondrer la plupart des gens, tenu la main des mourants, ramener des gens du bord du gouffre. Il y avait un but brut et indéniable dans mon travail, un épanouissement qui résonnait profondément dans mon âme. Mais dans le langage silencieux et tacite de l'approbation de mes parents, mes succès étaient étouffés, mes sacrifices invisibles. Oh, Jimmy fait son petit truc de héros, disait ma mère d'un geste dédaigneux de la main lorsque des parents demandaient, avant de se lancer dans un long monologue sur le dernier brevet d'Ethan ou son article dans Forbes. Mon père, un homme de peu de mots, hochait simplement la tête, sa fierté clairement réservée à son fils adoptif et performant. L'érosion constante et subtile de ma propre valeur m'avait rendu méfiant, sur mes gardes. Jusqu'à Robin. Je l'ai rencontrée lors d'un gala de charité auquel j'avais assisté à contre-cœur avec un collègue. Elle était organisatrice d'événements, vibrante et vive d'esprit, avec des yeux qui semblaient voir au-delà de l'uniforme d'ambulancier que j'avais à peine eu le temps d'enlever. Elle ne m'a pas posé de questions sur Ethan, ne s'est pas souciée des options d'achat d'actions ou des introductions en bourse. Elle m'a posé des questions sur ma journée, sur les appels que j'avais eus, sur les gens que j'avais aidés. Elle a écouté, vraiment écouté, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vu, valorisé pour qui j'étais, pas pour qui je n'étais pas. Notre cours fut un tourbillon de moments volés entre mes gardes et ses horaires d'événements. Elle aimait ma passion tranquille, l'intensité que j'apportais à mon travail, les histoires de courage ordinaire dont j'étais témoin quotidiennement. Elle voyait la force dans mes mains, pas seulement les callosités dues au transport des brancards, mais la douceur avec laquelle je pouvais réconforter un enfant effrayé ou rassurer un conjoint en deuil. Elle était mon ancre, mon havre de paix. Quand je l'ai demandée en mariage, sur une falaise balayée par le vent surplombant le Pacifique, le diamant petit m'ait choisi avec tout l'amour de mon cœur, son oui fut comme un baume sur de vieilles blessures. Pour une fois, j'ai eu l'impression d'être suffisant. Puis la planification du mariage a commencé, et avec elle, l'empiètement insidieux d'Ethan. « Laisse-moi t'aider, petit frère », avait-il dit, sa voix douce comme de la soie, une tape condescendante sur mon épaule. « Tu es occupé à sauver le monde. J'ai des ressources, des relations. Nous ferons de ce mariage le mariage du siècle pour Robin. » Mes parents, bien sûr, étaient ravis. « Oh, Ethan, tu es une telle bénédiction, s'extasia maman. Jimmy a tellement de chance de t'avoir. » Robin, initialement hésitante, fut bientôt emportée dans le tourbillon d'Ethan de fournisseurs haut de gamme,
de lieux exclusifs et de discussions sur des listes d'invités qui comprenaient des milliardaires de la technologie et des célébrités locales. Mes propres modestes suggestions pour une affaire plus petite et plus intime furent gentiment, puis fermement, ignorées. La grange rustique que j'avais trouvée, que Robin avait initialement adorée, fut rejetée par Ethan comme charmante, mais à peine une déclaration. Il avait trouvé à la place un domaine viticole palatial, un domaine dont le prix faisait paraître mon salaire d'ambulancier comme de l'argent de poche. Ne t'inquiète pas pour le coup, Jimmy, dit Ethan, une lueur dans les yeux. Considère-le comme mon cadeau de mariage. Robin, à mon malaise croissant, semblait s'en délecter. Ses appels devinrent plus courts, ses excuses pour être indisponible plus fréquentes. Elle était toujours en réunion avec Ethan au sujet des traiteurs, ou en train de finaliser les arrangements floraux avec le contact d'Ethan. L'intimité facile que nous partagions commença à s'effilocher, remplacée par une distance polie. Quand j'exprimais mes inquiétudes, elle m'accusait d'être jaloux, de ne pas apprécier la générosité d'Ethan. Il essaie juste de nous donner le meilleur, Jimmy, disait-elle, la voix tendue. Tu ne vois donc pas ça? Non, je ne le voyais pas. Je voyais Ethan, comme toujours, prendre le contrôle, en faire son spectacle. Ce que je ne voyais pas, ce que je ne pouvais pas me permettre d'imaginer, c'était la véritable étendue de sa conquête. La première vraie sonnette d'alarme, celle qui perça mon déni, fut un téléphone égaré. Robin avait laissé le sien sur le comptoir, et un message s'afficha de le logistique mariage le nom de contact d'Ethan pour elle. La nuit dernière était incroyable. Je n'arrête pas de penser à toi. Même heure la semaine prochaine? Mon sang se glaça. Logistique de mariage? Cela ne ressemblait pas à des plans de table. Je l'ai confrontée, la voix tremblante. Elle avait pâli, puis avait ri, un son cassant et peu convaincant. Oh, Jimmy, tu es ridicule. Ethan est juste enthousiaste. Il parlait de combien la nouvelle dégustation de menu était incroyable. Son explication était fragile, pleine de trous, mais moi, désespéré de croire, je m'y suis accroché. Mais la graine du doute avait été plantée. J'ai commencé à remarquer des choses, la façon dont la main d'Ethan s'attardait un instant de trop sur le bras de Robin, les regards échangés entre eux quand il pensait que je ne regardais pas, les conversations soudainement chuchotées quand j'entrais dans une pièce. Puis vint le voyage d'affaires urgent d'Ethan à San Francisco et le week-end spa simultané de Robin. La synchronicité était trop commode. Poussé par un pressentiment lancinant et esséurant, j'avais engagé le détective privé, un homme sale et cynique dont j'avais trouvé la carte cachée aux urgences après une affaire de violence domestique particulièrement sordide. Il avait été cher, entamant les économies que j'avais soigneusement amassées pour un acompte sur une petite maison pour Robin et moi. Et maintenant, ça. La photo. Le couloir de l'hôtel. Ma fiancée et mon frère. Mes jambes, lourdes comme du plomb, me portèrent vers la chambre 714. Le panneau « Ne pas déranger » pendait ironiquement à la poignée. J'ai levé la main pour frapper, puis j'ai hésité. Qu'est-ce que je dirais? Que pourrais-je faire? L'image d'eux ensemble, intimes, riant à mes dépens, me brûlait derrière les paupières. Reprenant une respiration haletante, je cherchais à tâtons la carte maîtresse que le concierge compatissant et bien rémunéré m'avait glissée. La serrure s'ouvrit avec une douceur obscène. La pièce était sombre, les rideaux tirés contre le soleil de l'après-midi. Des vêtements étaient éparpillés négligemment, la veste ajustée d'Ethan drapée sur une chaise, une robe verte émeraude moulante que je reconnaissais comme celle de Robin en tas sur le sol. Et là, sur le lit king size, emmêlés dans les draps, se trouvaient Ethan et Robin, endormis dans les bras l'un de l'autre. L'air s'échappa de mes poumons. Le monde bascula, les sons se déformèrent, les couleurs se brouillèrent. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Puis, une fureur froide et dure, une émotion que je me permettais rarement de ressentir, déferla en moi, aiguisant mes sens, raffermissant ma main. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. J'ai simplement levé mon téléphone et commencé à prendre des photos. Flash éteint, obturateur silencieux. Chaque clic était un clou dans le cercueil de ma vieille vie, un témoignage de leur trahison. Ils avaient l'air si paisibles, si contents, inconscients de la dévastation qu'ils avaient causée. Quand j'en eus assez, je sortis de la pièce aussi silencieusement que j'y étais entré, la clé maîtresse remise à sa cachette. Le couloir semblait plus long maintenant, chaque pas une éternité. La confrontation avec Robin plus tard dans la soirée fut un chef-d'œuvre de déni et de déviation. J'ai posé les photos imprimées sur notre petite table de cuisine,
le stratifié bon marché ressemblant soudain à un banc de tribunal. Son visage devint cendré. « Jimmy, qu'est-ce que c'est? Où as-tu eu ça? Est-ce que ça importe ?» Ma voix était plate, dépourvue d'inflexion. « Est-ce vrai? » Puis vinrent les larmes, les protestations. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Ethan, il me réconfortait juste. Le stress du mariage, ça a été tellement. Te réconforter, répétai-je, un rire amer m'échappant. Dans une chambre d'hôtel? Au lit? Robin, s'il te plaît. Accorde-moi au moins la dignité de la vérité. Lentement, douloureusement, des fragments de celle-ci émergèrent. Cela avait commencé subtilement, prétendit-elle. Le charme d'Ethan, son attention, la façon dont il la faisait se sentir spéciale et comprise d'une manière qu'elle laissait entendre que je ne faisais plus. Il avait exploité ses ambitions, laissant entendre des relations qu'il pourrait établir pour son entreprise d'organisation d'événements, un monde de luxe et d'influence que je ne pourrais jamais offrir. La planification du mariage avait été la couverture parfaite, des occasions infinies de rencontres clandestines. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Jimmy, sanglota-t-elle en tendant la main vers la mienne. Je reculai comme si j'avais été brûlé. Me faire du mal? Ma voix monta, finissant par se briser. Robin, tu m'as anéanti. Toi et Ethan. Vous avez pris tout ce en quoi je croyais, tout ce que nous avions construit, et vous l'avez profané. Le coup final, le plus brutal, vint lorsque je confrontai mes parents. Je conduisis jusqu'à leur impeccable maison de banlieue, les photos serrées dans ma main comme un bouclier. Je m'attendais à un choc, à de l'indignation en ma faveur, à une semblance de soutien parental. Au lieu de cela, je fus accueilli par une défense glaçante de leur enfant chéri. « Jimmy, es-tu sûr de ne pas réagir de manière excessive ?» dit ma mère, le front plissé d'inquiétude pour Ethan, pas pour moi. Ethan ne ferait pas une chose pareille. Il doit y avoir une explication. Mon père, habituellement silencieux, me surprit. Ethan a été soumis à beaucoup de pression avec Nexus AI, dit-il, le ton bourru. Et Robin, eh bien, c'est une belle femme. Parfois, ces choses arrivent. Les hommes font des erreurs. Des erreurs? Je l'ai regardé, horrifié. Il a couché avec ma fiancée. Votre fils. La femme que j'allais épouser. Et c'est votre réponse? Maintenant, Jimmy, ne sois pas dramatique, apaisa Eleanor, posant une main sur le bras d'Ethan lorsque celui-ci, ayant été convoqué, daigna enfin nous rejoindre, son expression un masque de contrition soigneusement élaboré. Ethan s'est excusé. Il se sent très mal. Robin se sent très mal. Peut-être qu'avec le temps, vous pourrez tous surmonter cela. Pour la famille. Ethan parla alors, sa voix dégoulinant d'une fausse sincérité. Jimmy, je suis tellement désolé. C'était un moment de faiblesse, un terrible manque de jugement. Robin et moi, nous nous sommes laissés emporter par l'excitation du mariage. Cela ne signifiait rien. Ne signifiait rien. Je regardais son visage suffisant, puis ceux de mes parents, expectants, puis Robin, qui se tenait à côté d'Ethan, la tête baissée, une image de remords fin. Le front uni était esséurant. Il ne se contentait pas de cautionner cela, il le permettait, minimisant ma douleur pour protéger leur image de famille parfaite, pour protéger Ethan des conséquences. Cette famille, dis-je, ma voix tremblant d'une rage si profonde qu'elle me laissa sans souffle, est une imposture. Et toi, je regardais Ethan, tu es un imposteur. Cette nuit-là, quelque chose changea en moi. Le chagrin était toujours là, une blessure béante et à vif. Mais en dessous, une nouvelle résolution d'acier commença à se former. Il pensait que j'étais faible, facilement écarté, le dommage collatéral dans la poursuite incessante d'Ethan de tout ce qu'il désirait. Ils allaient découvrir à quel point il se trompait. Je quittai l'appartement que j'avais partagé avec Robin, n'emportant que mes vêtements et quelques effets personnels. Le mariage, bien sûr, était annulé, bien qu'Ethan et mes parents gardassent encore un espoir bizarre de réconciliation. Je les laissai croire, jouant le rôle de la victime au cœur brisé et confuse. Cela me gagna du temps. Mon travail d'ambulancier devint mon sanctuaire, le seul endroit où je ressentais un sentiment de but, de contrôle. Et c'est là, ironiquement, que la première pièce de la chute d'Ethan me tomba dessus. J'avais répondu à un appel un homme d'une quarantaine d'années, arrêt cardiaque dans un bureau du centre-ville. Nous avons travaillé sur lui, dur, avons récupéré un pouls,
l'avons transporté d'urgence à l'hôpital général de Bridgewater. Son nom était Arthur Kendrick. Quelques jours plus tard, une femme reconnaissante et en larmes sa femme me retrouva au poste pour me remercier. Au cours de notre conversation, elle mentionna qu'Arthur travaillait comme ingénieur logiciel senior. Son entreprise. Nexus AI. Une pensée, folle et audacieuse, jaillit dans mon esprit. Je restai en contact avec Madame Kendrick, vérifiant le rétablissement d'Arthur. Quand il fut assez bien, je lui rendis visite. C'était un homme calme et discret, profondément secoué par son flirt avec la mort. Et, comme il s'est avéré, profondément désillusionné par Nexus AI. Ethan est, dit Arthur, la voix rauque, lorsque j'orientai prudemment la conversation. C'est un visionnaire, disent-ils. Un génie. Il fit une pause, une lueur indéchiffrable dans les yeux. C'est aussi un salaud impitoyable qui rogne sur les dépenses et écrase quiconque se met sur son chemin. Au cours de plusieurs autres visites, Arthur, se sentant peut-être redevable à l'homme qui lui avait sauvé la vie, ou peut-être ayant simplement besoin de se confier, commença à parler. Il parla de délais impossibles, de pression pour truquer les données des démonstrations, de promesses aux investisseurs de fonctionnalités qui étaient à des années d'être viables. Il mentionna un projet chimère, une initiative d'IA hautement classifiée qui était le produit phare de Nexus AI, celui qui avait attiré des milliards de financements. Arthur soupçonnait que les rapports de progrès élogieux étaient en grande partie fabriqués. Ethan est obsédé par le récit, expliqua Arthur. La réalité est souvent moins impressionnante. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il utilisait des sociétés écrans pour gonfler les contrats de service, se reversant l'argent à lui-même. Rien que je n'ai jamais pu prouver, bien sûr. Il est trop malin pour ça. Ou du moins le pensait-il. Arthur, avant sa crise cardiaque, avait travaillé sur une piste d'audit de sécurité pour le projet Chimère, quelque chose dont Ethan ne connaissait pas toute l'étendue. Inquiet des implications éthiques de ce qu'il voyait, Arthur avait sauvegardé des fichiers cryptés des mémos internes, des journaux de code modifiés, des échanges de courriels accablants sur un disque personnel hors ligne. Une assurance, l'appelait-il. Au cas où les choses tourneraient mal. Il me les donna. Tu m'as sauvé la vie, Jimmy. C'est peut-être ma façon de te rendre l'appareil. Fais en ce que tu veux. Juste, sois prudent. Ethan joue salement. Les fichiers étaient une mine d'or. Il fallut des semaines, enfermé dans mon nouvel appartement spartiate, avec l'aide d'un cousin féru de technologie qui me devait une faveur et ne posa aucune question, pour décrypter et tout comprendre. Ethan ne se contentait pas de rogner sur les dépenses, il perpétuait une fraude massive. Il avait truqué les résultats des démonstrations du projet Chimère, déformé ses capacités aux investisseurs et, comme Arthur le soupçonnait, utilisé une série de comptes offshore et de sociétés écrans, souvent liés à des frais de consultation gonflés pour des services jamais rendus, pour siphonner des millions. Et Robin? Son nom apparaissait en périphérie. De petits paiements de consultation événementielle provenant d'une des sociétés écrans d'Ethan, des paiements qui dépassaient de loin tout travail légitime qu'elle aurait pu faire pour Nexus AI. Le savait-elle? Ou n'était-elle qu'un autre pion, aveuglé par le charme d'Ethan et l'attrait de l'argent facile? À ce stade, cela m'importait peu. Sa complicité, consciente ou inconsciente, n'était qu'une autre couche à sa trahison. Les preuves étaient accablantes, méticuleusement documentées. Je les ai emballées anonymement, envoyant des copies à la SEC, à l'IRS et à un journaliste d'investigation renommé connu pour faire tomber des géants de l'entreprise. Les retombées furent plus lentes qu'un film hollywoodien, mais tout aussi inévitables. Les chuchotements se transformèrent en rumeurs, les rumeurs en enquêtes. L'action de Nexus AI commença à vaciller, puis à chuter. Les investisseurs devinrent nerveux. Pendant ce temps, mes parents, inconscients, essayaient toujours d'orchestrer une guérison familiale. Ils avaient prévu une grande fête de fiançailles maintenant transformée en un dîner soutenant Ethan pendant ses attaques médiatiques éprouvantes dans leur country club. C'était censé être une démonstration de solidarité, un majeur provocateur face à la mauvaise presse grandissante. Robin serait là, jouant là, exemple, fiancée belle-sœur compréhensive. Ils insistèrent pour que j'y assiste. Il est important que la famille présente un front uni, Jimmy. Pour le bien d'Ethan. C'était ma scène. La salle de bal du country club était opulente, remplie du cercle soigneusement sélectionné d'amis de mes parents, d'associés et de quelques parents éloignés. Ethan se tenait au centre, l'air légèrement affairé mais projetant toujours un air de défi confiant, Robin une pâle ombre à ses côtés. Mes parents voltigeaient,
leur sourire un peu trop vif, leur rire un peu trop fort. Lorsque mon père tapa sur son verre pour un discours, un silence tomba sur la pièce. Amis, famille, commença-t-il, sa voix résonnant d'une émotion forcée. Nous sommes réunis ce soir pour soutenir mon fils, Ethan, un homme intègre, un visionnaire, qui fait actuellement face à des attaques sans fondement. Il continua, une ode à la brillance d'Ethan, à sa résilience. Pendant qu'il parlait, je vis la journaliste à qui j'avais divulgué les documents, Sarah Jennings, se glisser discrètement au fond de la pièce avec un caméraman. Elle avait parfaitement chronométré son arrivée. Lorsque mon père termina sous des applaudissements polis, je me levai. Tous les yeux se tournèrent vers moi, surpris. Je parlais rarement lors de ces réunions de famille. Moi aussi, j'aimerais dire quelques mots sur mon frère, Ethan, dis-je, ma voix claire et assurée, légèrement amplifiée par le microphone que mon père avait laissé sur le pupitre. Un murmure nerveux parcourut la foule. Ma mère me lança un regard d'avertissement. Ethan fronça les sourcils. Mon père appelle Ethan un homme intègre, un visionnaire, continuai-je, mon regard balayant la pièce, s'attardant sur Ethan, puis sur Robin. Et pendant longtemps, moi, comme beaucoup d'entre vous, je l'ai cru. J'ai aussi cru en la loyauté, en la famille, en la sainteté d'une promesse. Je fis une pause, laissant le poids de mes mots s'installer. Mais j'ai appris que parfois, les étoiles les plus brillantes ne sont que des trous noirs, consumant tout ce qui les entoure. Et parfois, les personnes les plus proches de vous sont celles qui vous trahiront le plus profondément. Je vis la mâchoire d'Ethan se crisper. Robin avait l'air sur le point de s'évanouir. Je ne suis pas ici pour parler de trahison personnelle ce soir, bien que celle-ci ait été importante. Je croisai le regard d'Ethan. Je suis ici pour parler de trahison professionnelle. D'un projet appelé Chimère. De données falsifiées, d'investisseurs trompés et de millions de dollars détournés vers des comptes offshore. Des halètements parcoururent la pièce. Mon père se dirigea vers moi, le visage furieux. « Jimmy, ça suffit. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. » « En fait, papa, dis-je en levant la main, je pense que c'est précisément le moment et l'endroit. Parce que l'intégrité n'est pas seulement un mot que tu utilises dans les discours. Il s'agit d'actions. Et les actions d'Ethan, celles méticuleusement documentées et maintenant entre les mains de la SEC et de Madame Jennings du Chronicle là-bas. » Je fis un geste vers Sarah, dont le caméraman filmait maintenant ouvertement. Eh bien, elle parle d'elle-même. Le chaos éclata. Ethan se précipita vers moi, son masque de sang-froid se brisant enfin, mais fut intercepté par la sécurité du club. Ma mère sanglotait. Mon père se tenait debout, sans voix, le visage rouge marbré. Robin s'était effondré sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. Sarah Jennings et son caméraman étaient dans leur élément, capturant chaque moment dramatique. Je ne suis pas resté pour assister à l'implosion complète. J'avais dit ce que j'avais à dire. J'avais mis la vérité à nu. En sortant de cette salle de bal, laissant derrière moi les décombres de leurs mensonges soigneusement construits, je n'ai pas ressenti de triomphe, pas exactement. J'ai ressenti une justification calme et sombre. Je me sentais libre. Les semaines qui suivirent furent un maelstrom pour la famille et Nexus AI. Ethan fut contraint de démissionner de son poste de PDG. Des arrestations eurent lieu. L'entreprise, autrefois un phare de l'innovation, était maintenant un symbole de cupidité et de tromperie d'entreprise. Ses actions devinrent sans valeur. Le nom de la famille était sali. Mes parents essayèrent de me joindre, leurs appels remplis d'un mélange confus de colère, de perplexité et d'une compréhension horrifiée naissante. Je n'ai pas répondu. Le gouffre entre nous était trop vaste, jonché de trop d'années de mépris et de trahison. Robin envoya un long courriel décousu, plein d'excuses et d'apitoiements sur soi. Elle avait tout perdu, disait-elle. Sa réputation, ses perspectives de carrière, Ethan qui, s'est-il avéré, l'avait abandonné dès que les ennuis avaient vraiment commencé. Je l'ai supprimé sans répondre. J'ai continué ma vie. J'ai effectué mes gardes, sauvé des vies, trouvé du réconfort dans l'acte simple et profond d'aider les autres. Le monde était toujours désordonné, toujours plein de douleurs, mais maintenant, ma propre douleur avait une qualité différente. C'était la douleur nette d'une blessure qui cicatrisait enfin, ne suppurant plus de vérité tacite et de trahison non résolue. Un soir, des mois plus tard, Arthur Kendrick appela. Il était de retour au travail, dans une start-up technologique plus petite et plus éthique. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-il.
Ethan a eu ce qu'il méritait. Et toi, Jimmy, tu leur as montré. Tu l'as vraiment fait. J'ai juste fait ce qui était juste, Arthur, répondis-je. Non, dit-il, la voix ferme. Tu as fait plus que ça. Tu t'es levé quand tous les autres sont restés silencieux. Tu t'es battu quand ils ont essayé de te briser. Cela demande un courage différent. En raccrochant, je regardais les lumières de la ville depuis la fenêtre de mon petit appartement. Le chemin à parcourir était incertain. Les cicatrices de la trahison resteraient probablement toujours, de fines lignes sur la carte de ma vie. Mais pour la première fois depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir, je ressentis un sentiment de paix. Je n'étais plus Jimmy, le fils inférieur, le frère négligé. J'étais Jimmy, l'homme qui avait affronté les ténèbres et choisi de les mettre en lumière. Et dans cette vérité, j'ai trouvé ma propre force tranquille. L'empire qu'Ethan avait construit sur des mensonges s'était effondré, et à sa place, je construisais lentement, minutieusement, une vie basée sur quelque chose de bien plus résistant moi-même.